Nous étions au Burkina Faso où les pays du G5 sont en sommet pour freiner les violences djihadistes. Alors, Pasteur Edo Komié, est-ce que vous vous interrogez sur la facilité qu'ont quand même les terroristes au Burkina à frapper les forces armées elles-mêmes? Oui, comme je le disais tantôt, les terroristes sont téléguidés. Quelqu'un qui connaît, qui maîtrise bien le système sécuritaire de Burkina Faso, ben c'est lui qui les guide. C'est lui qui les guide depuis cet endroit. Et leur dit, voilà la facilité, voilà où vous allez passer. Donc, qui décrit à peu près la défaillance du système sécuritaire du Burkina. Et c'est très facile. Vous prenez, depuis ces derniers temps, c'est comme si chaque semaine, Burkina est attaqué. Donc, le pays, finalement, est devenu une proie facile pour les terroristes. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les causes, ce n'est pas aller se retrouver quelque part au Burkina pour dire on va freiner. Les causes sont là aujourd'hui. La plupart de ces jeunes aujourd'hui qui vont à cette aventure-là, c'est des gens qui sont frustrés par nos gouvernances. C'est des gens qui finalement ne se retrouvent pas dans le partage, dans le partage équitable des richesses nationales. Donc c'est une partie très importante. Et il va falloir quand même qu'on s'attaque, que les chefs d'État d'Afrique se donnent comme programme la gestion, la bonne gouvernance. Cela pouvait permettre un temps soit peu d'éradiquer, de freiner le phénomène. Et autre aspect, comme il a dit, qui sont ceux-là qui vendent les armes. Mais c'est là l'aspect, parce que ça fait de richesse. Ils créent ces réseaux-là pour vendre leur marchandise. Moi, sur ce coup-là, à rappeler des propos que l'ancien président américain Barack Obama a tenus. Il a dit, mon pays fabrique des armes, comment je fais pour les vendre s'il n'y a pas de guerre? Très bien. Justement, s'il n'y a pas de guerre, on ne va pas vendre les armes. On ne va pas prendre les armes là où il n'y a pas de guerre. Quand vous prenez RDC et autres, des pays qui sont riches, c'est là où on crée de manière artificielle les guerres pour pouvoir écouler leurs marchandises, les armes. Et malheureusement, dans les pays, c'est vrai que les pays occidentaux aussi sont attaqués par les djihadistes, mais à un rythme quand même qui n'est plus ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Nigeria, au Cameroun, au Burkina. Mais ça devient inquiétant, et ça devient très inquiétant. Et maintenant, pour les G5 même, le problème qu'ils ont, il y a un problème de financement. Comment financer même les G5, puisqu'il faut s'attendre à ce que les Occidentaux... Vous pensez que les mêmes Occidentaux qui tirent profit de ces attaques en vendant leurs armes vont vous financer pour que... Et comment cela va se passer? C'est la question que j'allais poser à Rodrigue. Est-ce que le G5 Sahel est efficace? Non, l'efficacité, aujourd'hui pour moi, l'efficacité, c'est d'abord se remettre en cause. Qu'est-ce que nous faisons pour encourager le terrorisme? Ou qu'avons-nous fait pour fabriquer le terrorisme? Mais écoutez, faites attention. Il y a quelques minutes, j'y pensais encore. Je me demande si le Togo est à l'abri de ce phénomène. Je dis non. Parce que, vous entendez, ça commence par les braquages. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent bien formés, qui maîtrisent le terrain et qui viennent, qui frappent et qui se font dans la nature. Librement. Comme ça commence comme ça. Et vous apprenez par exemple que des bus en partance pour le Septentrion ont été interceptés par des groupes armés et patati patata. Bon, aujourd'hui, on a quand même réussi parce que quand vous voyez les bus, là, il y a des militaires dedans. Oui, il y a des militaires. Par exemple, au niveau du Grand Marché, on a interdit la circulation des motos. Il y a quand même, on sent que, par exemple, pour le Togo... Et quand on a interdit la circulation des motos, les deux frappes ont eu lieu dans Bain. Les motos circulent. Au moment où les motos étaient interdites d'accès. Les gens savent ce qu'ils font. Ils sont informés. Et qui peuvent être mieux informés dans nos États? C'est en cela que je dis que c'est trop facile de se regrouper si on ne se remet pas en cause. La question de savoir pourquoi les gens sont arrivés à la résolution des armes pour attaquer leurs propres frères. Et vous allez voir aussi leur cible. Ils attaquent qui? Sans se donner de remords, s'ils le font. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, ils vident leurs munitions. Demain, ils reviennent avec des munitions. Ils sont ravitaillés comment? C'est la grande question. Et ils ont intérêt à faire cette guerre-là contre qui? Au profit de qui? C'est la grande question. Maintenant, quand vous prenez ces chefs d'État qui se retrouvent, mais il faut d'abord analyser comment leurs prédécesseurs ont eu à gérer la chose.
c'est trop facile quand on voit que c'est après le décès de Kadhafi que la zone a été... On a assisté à une certaine renaissance de l'AQMI, et puis les autres corollaires sont rentrés, les autres groupes sont rentrés dedans. Et quand vous prenez le Nigeria, Boko Haram, qui intervient, qui est très puissant, qui utilise même des armes que l'armée régulière n'en a pas. Mais écoutez, c'est trop facile. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Donc, soit ils prennent conscience de la chose, ils se décident à bien faire, parce qu'ils n'ont d'ailleurs pas les moyens, puisque leur spécialité, c'est d'abord de nourrir l'obsession de rester ad vitam aeternam au pouvoir, et donc ils ont besoin du soutien de l'Occident, qui a intérêt également à créer des zones de tension pour dire que je suis à côté de vous pour maintenir la paix. Non, mais écoutez, si les gens prenaient par exemple des machettes et des gourdins, on dirait les Africains se font la guerre. Mais du moment où ce sont des armes contre les armes, on nous fabrique une guerre artificielle que bizarrement. Et puis l'autre côté, le sous-emploi de la jeunesse. Combien cela leur propose? Vous êtes là, on vous dit que telle personne prend en charge vos études, on vous dit que c'est une organisation non gouvernementale, c'est des bourses, on te prend en charge, on te donne tout, tu es bien logé, jusqu'à la fin de tes études, et patati patatra, un jour maintenant, on te dit, ben écoutez, c'est nous, et puis on a besoin de toi pour... Et tu es reconnaissant. Remontez au 11 septembre, vous allez voir comment les gens ont pu être au cœur de la CIA pour apprendre les technologies et redresser ou retourner ça contre les États-Unis. Ça veut dire dans ce schéma, Pasteur Edo, que décrit par exemple Rodrigue, l'Afrique est, comment dire, désarmée. L'Afrique n'a pas les moyens de mener la lutte. Oui, mais l'Afrique, vous voulez que l'Afrique ait quels moyens? Étant donné que ceux qui équipent ces djihadistes sont les mêmes qui nous équipent. Sont les mêmes qui nous équipent. Raison pour laquelle il disait tout à l'heure que les groupes Boko Haram ont plus d'armement sophistiqué que les forces régulières, les forces loyalistes. Donc vous comprenez que chaque fois qu'on se retrouve pour en parler en Afrique, moi c'est une guerre, c'est un combat qui est déjà, c'est une lutte qui est perdue. C'est juste qu'on se retrouve pour dire que en principe, ils se soucient de ce qui se passe. Ils sont inquiets, les chefs d'État sont inquiets de ce qui se passe. Mais ailleurs, la communauté internationale, cette communauté internationale-là, elle sait ce qu'elle cherche dans ces pays-là. Et donc, l'Afrique, comment mener ce combat? On revient toujours à dire que ce n'est pas la conscience que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à prendre. Nous n'arrivons pas à prendre conscience. Et comme on le dit, tous les facteurs sont là pour éviter, pour freiner l'avancée des djihadistes. Ben, il faut quand même qu'il y ait une bonne gouvernance. Et ceux qui sont, ce ne sont pas des Occidentaux. Les djihadistes, là, ce ne sont pas des Occidentaux. C'est des Africains. C'est des gens de la sous-région. C'est des Maliens, c'est des Burkinabés, c'est des Nigériens. ils ne sont pas venus d'ailleurs. Alors, quel est leur intérêt à tirer sur leurs propres concitoyens? Mais c'est la question qu'on se pose. Mais bon, parce qu'ils estiment qu'ils trouvent, des fois même c'est des vengeances, c'est des actes de vengeance contre ceux qui sont au pouvoir. Mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, les dirigeants, ce n'est pas eux qui meurent, c'est les populations. Donc, dans ce combat, il y a plus forte chance que l'Afrique continue par perdre du terrain et finalement, tous les pays vont être concernés, vont être attaqués par... Bien sûr, et il faut faire extrêmement attention. Ça veut dire quand même, Rodrigue, que par exemple, ce nouveau sommet du G5, ça va être juste une rencontre de plus? Oui, ça a toujours été des rencontres de plus. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui a été fait? Les chefs d'État qui débarquent, qui prennent des avions, qui arrivent dans ces pays, qui dorment tranquillement dans les hôtels, qui vont discuter, échanger sur rien du tout, ouvrant leurs mains donc à une aide qui va arriver. On parle donc du Japon, je crois, qui veut financer cette opération-là. Mais c'est quand même curieux. Comment on comprend que, par exemple, l'Afrique a du mal, si vous prenez l'Union africaine, à financer ses projets. Elle n'a pas une force de sécurité. Le G5, c'est la France qui a aidé à la mettre en place. Comment l'Afrique a du mal à financer sa propre sécurité? Non, ce n'est pas que l'Afrique a du mal à financer sa propre sécurité. Vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a une sorte de géopolitique qui se joue et de géostratégie. Quand l'Afrique, par exemple, va avoir son armée, avec toute sa puissance, et puis Dieu a tellement fait que l'Afrique est un continent assez béni. Vous allez remonter à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, avec les tirailleurs sénégalais et autres qui ont pu aider des pays qui se réclament aujourd'hui puissance à
gagné la guerre. Prenez même l'Éthiopie qui a battu l'Italie. Qui a battu l'Italie. Et donc aujourd'hui, ces Occidentaux ont tout intérêt que les Africains ne disposent pas d'armées qui soient vraiment équipées, qui soient vraiment compétentes pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'en luttant contre le terrorisme, on parviendra à lutter contre les vrais terroristes qui en réalité ne sont pas nos frères porteurs d'armes, mais leurs patrons. Les commanditaires. Leurs patrons. Ceux qui donnent les ordres. Voilà. Et puisqu'il s'agit là de préserver les ressources internes du continent, ils vont forcément lutter contre ceux qui pillent ces ressources. Et ça va être quoi? Ça voudra dire que les armes vont être retournées contre leurs fabricants. Et donc, dans cette logique, ils n'ont pas intérêt à vous aider à avoir une armée conséquente pour intervenir comme il faut. Mais ils vont vous accompagner au minima pour que leur armée soit au-dessus de vous, pour sécuriser ce qui a à sécuriser, et puis voilà, riposter contre ce qui mérite de l'être. Voilà, donc c'est un peu déplorable qu'on soit arrivé à ça. C'est en cela que je dis que si on n'arrive pas à prendre conscience et décider, par exemple, de faire les choses proprement, on ne peut pas conscientiser nos frères. Parce que, pourquoi, par exemple, ils n'engagent pas leurs citoyens? Entre les djihadistes, vous trouvez, par exemple, combien de Français? Vous trouvez combien d'Américains? Vous trouvez qui est qui? Non, on les montre. Et quand on les montre par les images prises par satellite, vous les voyez. Les Français qu'on trouve, c'est les Français de chou, c'est des Français africains. C'est des Français africains. C'est des Français africains qu'on nous présente. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais souffrons quand même que ce soit une vérité pour qu'on replante réellement la problématique du terrorisme. On touche du doigt la réalité plutôt que de faire du saupoudrage, aller dilapider je dirais, les ristournes de la vente des armes et de munitions qu'on présente comme aide pour lutter contre les pays qui se réunissent pour G5, est-ce que, sincèrement, est-ce qu'il faut nous dire que les chefs d'État là, leur fortune ne dépasse pas le financement? Le financement qu'apporte Samuel, disons la vérité. Vous prenez Idriss Déby, vous prenez Idriss, mais vous les prenez les un à un. Mais leur propre fortune. Bon, ça c'est leur argent. Leur argent par rapport à quoi, Samuel, toi aussi. Leur argent pour avoir dirigé un pays. Ça rend comme ça, avec la majorité des populations qui s'appauvrissent. C'est ça. Ils savent qu'ils ont de l'argent. Eux, ils sont fortunés. Et qu'un seul chef d'État peut financer à lui seul. Un seul pays peut financer à lui seul cette opération. Mais ils sont là toujours à attendre la mer. Vous avez vu, par exemple, au niveau du Tchad, il a fallu que la France intervienne la dernière fois pour enrayer la montée d'un groupe. Vous voyez. Vous ne voyez pas, tu ne vois pas. Le Tchad a une armée quand même. Le Tchad est équipé. Oui. Mais pourquoi attendre? Vous voyez, la dernière fois, quand il y a eu l'attaque djihadiste au Kenya, mais ce sont les Kenyans eux-mêmes, ils n'ont pas attendu la main à la Grande-Bretagne. Vous avez vu? Non, eux-mêmes. Ils ont fait face aux djihadistes jusqu'à ce que l'opération ne termine. Mais si c'était au Burkina, si c'était dans un pays francophone, les bases militaires françaises vont débarquer de Bouaké, vont débarquer de Gabon, vont débarquer de Djibouti pour venir. Alors, allez-y comprendre. Non, mais il y a aussi l'autre problème, mon pasteur, c'est que c'est des financements. Quand on vous dit, par exemple, que la France veut envoyer des troupes au Nord Mali, imaginez le budget. Oui. Eh bien, ça devient une source de richesse pour des gens, des décideurs de l'autre côté, et des gens qui vont les accueillir ici. Des experts sont largués sur le terrain, parce qu'il y a aujourd'hui un véritable problème aussi de manque d'emploi de l'autre côté, et par moment, il faut envoyer les gens ailleurs pour qu'ils puissent, parce qu'ils sont payés. Il faut leur créer d'emplois. Malheureusement, c'est sur le continent africain. Parce que les Africains refusent d'ouvrir les yeux et d'être sérieux. L'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Si on ne prend pas conscience, ce ne sera jamais le continent de l'avenir. Justement, c'est l'avenir pour eux. Ça va être futuriste. On va rentrer dans le futur, mais un futur qui ne vient jamais. On va passer au Zimbabwe, le second sujet. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, a décidé de bouder mercredi l'invitation du président Emmerson Mnangagwa à une réunion de relance du dialogue politique convoquée après la brutale répression de la récente fronde sociale. Il n'y participera pas, a déclaré son porte-parole. Le président Chamisa a très clairement dit que le dialogue national devrait porter sur les inquiétudes économiques et sociales du moment. Ce dialogue doit être facilité par quelqu'un d'autre que Mnangagwa, a poursuivi donc le porte-parole. L'initiative du chef de l'État zimbabwéen visait initialement à apaiser les tensions nées des élections générales de juillet dernier. Pasteur Rideau, c'est quand même toujours une bonne chose quand il y a des pourparlers entre acteurs politiques
mais là, le chef de l'opposition zimbabwéenne est catégorique. Non, c'est pour parler en Afrique qu'il faut les éviter désormais. On va pas se mettre à faire l'éternel recommencement. Mais vous savez, en Afrique, on se permet de frauder les élections, on les fraude, et puis on vous dit de venir au dialogue. Tout le temps. On fraude les élections, on se dit vainqueur, et puis après, maintenant, on tend la main. Mais c'est ce que nous constatons, c'est ce qui est constaté sur le continent. Alors c'est pourquoi le chef de file l'opposant, Nelson Chamisa, a décliné l'offre. Il va falloir échanger quoi avec le président Mnangagwa. Qu'est-ce qu'il va en dire? Parce qu'on sait comment les élections et tout porte à croire que tout le monde était d'accord, même les organisations, les observateurs, c'était quand même accordé à dire que c'était l'opposition qui avait gagné ces élections et on donnait la victoire pour l'autre parti pour les élections législatives. Et ça devait être une cohabitation. Mais on était tous là ici, comment est-ce que les résultats sont tombés? Je crois que c'est 51,8%. 50,8%. Alors, ça, étonnez-vous, quand un président au pouvoir en Afrique gagne pas 50, quelque chose pour ça, il faut savoir que la fraude est massive. Pourquoi? Non, bien sûr. Parce qu'ils se sont démerdés juste pour quitter la barre de 50. Donc ça, c'est ça en Afrique. Ailleurs, on pourra le prendre. Mais en Afrique, dès que c'est 50, N'oubliez pas que nous sommes au Zimbabwe. Non, au Zimbabwe, non, mais c'est pas. Oui. Est très implanté. Oui, la ZANU-PF est très implantée. Par rapport au règne sans fin, bon, disons qui a finalement pu faire de Robert Mugabe, les Zimbabwéens étaient quand même assoiffés de l'alternance. Pas de Mugabe, mais pas la ZANU-PF, c'est un autre problème. Je vous rappelle que vous savez comment c'est un parti qui a lutté pour l'avènement de l'indépendance. Tout le monde sait, et puis... Et que même Mugabe, c'est un monument aux Zimbabwe. Monument, et puis... Au-delà de tout, on peut pas dire que la ZANU-PF... Et comment il a dirigé Zimbabwe? Non, de toute façon, je crois que l'opposition est dans une droite ligne, celle de ne pas discuter avec ce pouvoir. C'est vrai qu'il faut discuter, mais à cette allure-là, où on vous a frappé, et même, voyez, même la fronde sociale, combien de personnes sont tombées? Est-ce qu'il en fallait ainsi? C'est pourquoi je tente à faire une comparaison entre ce qui se passe en France par rapport à ce qui se passe sur le continent africain, où les manifestations qu'on voit en France, jusque-là, il n'y a pas eu. Est-ce qu'il y a eu de morts? Jusque-là, est-ce qu'il y a eu de morts? Mais il suffit d'un jour de manifestation en Afrique qu'on compte des morts. Alors, vous voyez la gestion des manifestations en Afrique. Bon, donc, l'opposition zimbabwéenne, je crois quand même que c'est une bonne chose de ne pas échanger. S'il faut le faire, il faut qu'il y ait quand même qui puisse faciliter ces échanges et qu'on soit situé sur la situation politique du pays. Rodrigue, vous pensez que Nelson Chamisa fait bien de rejeter la main tendue? C'est trop facile de taper sévèrement un enfant et de lui ouvrir les bras, viens, je vais t'embrasser. Vous avez deux enfants qui se battent, vous venez avec un bâton sans poser de questions, mais vous tapez l'autre, vous le blessez, vous le tuez, vous tuez par exemple, et puis après vous dites, bah, viens, j'ouvre les bras, viens, on va dialoguer. C'est trop facile, il ne faut pas comprendre les gens pour des bêtes sauvages. Mais l'opposition n'a pas refusé de dialoguer. L'opposition dit que le dialogue pourra se faire sous la conduite d'une personnalité, d'une médiation donnée. Mais attention aussi à cette médiation-ci. Je me réfère au passé récent de médiation que j'ai connu. Je doute de la sincérité de ces médiations. Bon, là-bas, c'est la SADC, parce que ça peut être... Bon, ça dépend, parce que c'est du pareil au même. Ils sont tous là. On dirait qu'il y a une faculté qui les forme. On dirait qu'il y a une faculté qui les forme. Parce que les gens n'ont plus de dignité ni d'intégrité. Les gens n'ont que leur ventre et leur poche. Il n'y a plus d'image à chercher. Donc, je pense que Emerson, qui a d'abord hérité d'un passif assez lourd, devrait faire extrêmement attention. Ce n'est pas au lendemain d'une répression barbare, criminelle, qu'il faut inviter l'opposition à... Je pense que si on est conscient que l'héritage qu'on tient est vraiment lourd et problématique, il faut aller avec tact et la manière. Et partager le pouvoir. C'est pour ça que je dis, c'est apprendre et c'est
ça doit être la même chose, le même jugement à mon niveau pour tous ces présidents qui ont passé plusieurs années au pouvoir et qui, en partant, ont laissé un pays divisé. Un pays dans lequel la gâchette est facile, un pays dans lequel la voyoucratie est érigée en règle de gouvernance, un pays dans lequel les deniers publics sont détournés dans l'impunité totale, un pays dans lequel la justice est aux bottes du pouvoir. C'est un échec pour ces dinosaures-là qui sont passés et qui ont laissé ces genres de pays que les enfants ont du mal à gérer. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Prenez la plupart de ces pays, c'est le même problème. Et si la RD, comme je disais qu'on allait en parler tout à l'heure, si Félix Tshisekedi ne sait pas faire, puisque d'abord, le bonjour qu'on lui sert, c'est la grogne sociale. Et de l'autre côté, c'est évident. Parce que quelqu'un a passé toutes ces années, la gâchette était facile, les gens ont peur de manifester, de revendiquer quoi que ce soit. Aujourd'hui, on voit un nouveau visage, on se dit, alors il faut déverser tout sur lui. Donc c'est ce qui se passe. Mais quand l'opposant demande que le dialogue se fasse sous l'autorité d'un médiateur crédible, il ne propose personne. Oui, bien sûr. Moi, je crois qu'il revient. Vous savez, le Zimbabwe fait partie de... bien sûr, d'un regroupement sous-régional. Donc il revient à ce regroupement sous-régional de pouvoir s'inviter même. Hein, dans la crise, la souveraineté des États. Non, bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez pas la souveraineté des États? Hein, c'est invité parce que la situation au Zimbabwe, c'est vrai quand même que souveraineté des États. La situation au Zimbabwe n'est plus explosible, mais je crois quand même que nous l'avions constaté, nous l'avions observé lors de cette fronde sociale où il faut pour dire que les Zimbabwéens veulent être gouvernés autrement. Pas avec la même équipe, c'est presque la même équipe. Vous rappelez que c'est les mêmes personnes qui ont dansé à l'arrivée d'Emerson Mnangagwa? Oui, c'était une victoire d'étape. On l'appelle, c'est une victoire d'étape parce qu'ils estiment que... Non, mais il faut préciser une chose. Les gens n'ont pas dansé parce que Emerson Mnangagwa est arrivé. Ils ont dansé parce que le Mugabe est parti. Mugabe est parti. Et son dauphin n'est pas arrivé, puisque son dauphin, au fait, c'était Grèce. Oui. C'était Grèce que les gens combattaient même au sein du parti. Au sein du parti. Et ce qui a d'ailleurs conduit à un moment donné à la désolidarisation des personnes. C'est pour dire que les Zimbabwéens voulaient le départ de voulaient l'alternance, donc vive l'alternance. Oui, bien naturellement. C'est vrai quand même qu'avec les militaires qui étaient de connivence avec Emerson, donc le peuple ne pouvait pas autrement. Mais le chef de l'opposition a dit que la répression sous Mnangagwa est pire que sous Mugabe. Oui, bon, il y a une certaine nostalgie. Non, je crois que c'est une analyse immédiate de la situation. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, c'est vrai quand même Mugabe est un patriote. Ça, il faut que tout le monde le lui reconnaisse. Mais être patriote et réprimer les autres qui doivent aussi être patriotes, je crois que ça fausse un peu le débat. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est vrai que l'opposition aujourd'hui, en principe, veut une nouvelle ère. Oui. Une nouvelle ère. Il faut qu'il y ait la liberté, il faut qu'il y ait quand même un espace de manifestation, de liberté d'expression. Et en fait, cela pouvait les mettre en confiance. Maintenant que l'autre a pris, certainement, c'est parti pour 4 ans ou bien 5 ans. C'est parti pour 5 ans. Mais je crois quand même qu'il faut faciliter aujourd'hui la situation, décrisper la situation politique pour que l'espace soit ouvert et que les jeux soient francs et que dans 5 ans, qu'ils puissent avoir la réelle attenance à laquelle aspirent les Zimbabwéens. Rodrigue, est-ce que Emerson Mnangagwa n'a pas dans le même temps hérité d'une situation économique assez délétère dont il est très difficile de se relever? Oui. Et face à ça, il faut un dialogue sincère, un discours franc. Pas avec les armes. Avec tous les acteurs. Pas avec la répression. Est-ce que Mnangagwa savait qu'il allait avoir dialogue? S'il le savait, il ne faut pas attendre qu'il y ait une manifestation avant de parler de dialogue. Oui. Écoutez, messieurs, j'ai hérité d'une situation très chaotique et c'est ensemble que nous allons construire. Il est revenu, il était en voyage et il est revenu brusquement de ce voyage-là pour répondre et il fallait arrêter la répression. Est-ce que ce n'est pas facile? C'est pas facile. Écoutez, j'ai hérité d'un pays divisé. Après tel nombre d'années de gestion sans partage, mais je pense que c'est ensemble que nous pourrons, avec vous, que nous pourrons relancer le pays. Vous pensez que les Africains ne peuvent pas écouter ce discours? Quand vous êtes sérieux, vous le dites avec sincérité.
Il ne s'agit pas, par exemple, d'aller à un festival organisé par le chat où il prend la main gauche pour cacher la viande, la partie grasse, et vous dit, venez, on va partager. Et vous ne pouvez qu'envisager le partage de ce côté, parce que ce côté, moi, je l'ai déjà. C'est ça le bon africain. C'est ce que les Africains sont devenus aujourd'hui. C'est la plupart de ces chefs d'État égoïstes qui sont en train de galvauder le dialogue. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que nos ancêtres, pour nous qui avions eu la chance de partager des années avec des vieux, lorsqu'on parle de dialogue, le vieux n'a pas de parti pris. Vous pouvez être ses enfants. À un moment donné, il observe, il dit, mes enfants, venez. Et les enfants viennent. C'est en cela j'appelle toujours. Vous êtes, par exemple, du parti X. Le jour où vous devenez chef d'État, vous n'appartenez plus à ce parti. Vous êtes devenu un homme d'État. Et vous êtes devenu père de famille. Non, 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 vous êtes devenu père de famille. Démissionner de ce parti et vous pensez désormais au bien-être de tous. Et les chances doivent être égales pour les deux côtés. Vous parlez au nom et ce n'est qu'avec ça qu'on peut retrouver ce qu'on appelle chef d'État. Parce que dans nos coutumes, il y avait les chefs traditionnels, il y avait les rois. Il y avait les rois. Et regardez comment les rois agissaient. Mais un homme qu'on prend, qu'on intronise, qui n'appartient plus à sa famille. Vous comprenez ça? Il n'appartient plus à sa famille. Lorsque son enfant, retournez dans la Bible, prenez le roi Salomon. Prenez ses jugements. C'est ça qu'on appelle roi. Mais aujourd'hui, pour le jugement, on veut savoir si c'est mon enfant. Si c'est mon enfant, la loi n'est pas valable. Si c'est l'enfant de l'adversaire, si c'est l'adversaire lui-même, appliquer la loi. Mais alors, de quel continent parlons-nous? Maintenant, pasteur, puisque l'opposition pose ses conditions pour le dialogue, ben, on fait quoi en attendant? Ben, on fait quoi? Il faut chercher le médiateur. Mais il faut chercher le médiateur. Mais Emerson dit avoir gagné les élections. Il les a gagnés. Bien sûr, il n'a qu'à gouverner. Non, il n'a qu'à gouverner, non? Non, c'est ça. Quand on a la victoire, mais il faut la gérer. Mais le président Emerson sait que sans l'opposition, il ne peut rien faire. Parce que Chamisa pèse tout de même 44,3%. Oui, ben, bien sûr. Mais ça, on le lui a fabriqué. Par rapport à ce qu'on lui a fabriqué. La part qu'on lui a donnée. C'est la part qu'on lui a donnée. C'est quand même énorme. C'est la part qu'on lui a donnée. 44,3%. Donc, c'est la part qu'on lui a donnée. Il faut le savoir. À l'époque, la différence était de 1%. Il faut le savoir. Pourtant, c'est pour dire que Zimbabwe, après le départ de Mugabe, je crois que c'est une étape qui s'ouvre. Mais ça va être encore plus difficile si Emerson ne change pas la stratégie pour permettre aux autres de pouvoir gouverner avec lui. Surtout que les 5 années là soient une année, soit une période transitoire pour le Zimbabwe. On va observer maintenant la pause et on va revenir après le journal continu.